Voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau plateau sur ce café littéraire de la 32e édition du Festival Étonnants Voyageurs, avec plusieurs invités qui ont la particularité d'être édités dans la même maison. Il s'agit de la maison de Sabine Vespizer, qui fête ses 20 ans. Et comme on l'a fait avec beaucoup de maisons d'édition fidèles au festival, etc., on avait envie, avec Pascal, de faire venir l'éditrice avec ses auteurs sur le plateau. Donc, c'est pour ça que Sabine est à mes côtés. À ma gauche, il y a Louis-Philippe d'Alembert pour son nouveau livre. Alors, Louis-Philippe, c'est un habitué du festival. Donc, on va parler de son nouveau livre dans un instant. Et puis, à côté de Louis-Philippe, il y a Tiffany Tavernier pour son livre L'Ami. On en parle dans un instant aussi. Et puis, toi, Pascal, tu t'es intéressé au livre de Conor O'Callaghan, Personne ne nous verra, paru chez Sabine Vespizer. Ah bon? Mais oui. Quelle surprise! Et à côté de lui, il y a celle qui va interpréter et qui vient au festival Étonnants Voyageurs faire l'interprète depuis 26 ans. Eliza Burnham. Ah, trop contente de te voir, Eliza. Ça fait trop plaisir. Fait partie de la famille, elle aussi. Alors voilà. Quand Sabine, on s'est connus, tu n'avais pas encore créé ta maison d'édition. Ouais, j'étais déjà dans l'édition, mais je Voilà. n'avais pas encore créé Sabine Vespizer, éditeur. C'est vrai. Voilà. Et donc cette maison, elle est née de quelle envie, Elle est née de l'envie de renouer avec ce que j'avais connu dans une maison où nous nous sommes rencontrés avec Pascal Jourdana, qui est la belle maison Actes Sud, que j'ai connue à ses débuts, parce que j'y ai commencé en 87, il y a très longtemps, au siècle dernier, et qu'il y avait une petite équipe soudée autour d'un éditeur qui était aussi publisher. Les Anglais ont deux mots, éditeur pour la personne littéraire, garante du texte, et publisher pour le chef de maison. Bernissen était les deux à la fois, et c'est quelque chose qui m'a... Voilà, je l'ai regardé faire, j'ai appris mon métier d'éditrice avec lui, et à un moment donné, j'ai eu envie de reproduire cette aventure formidable qui consistait à essayer de faire passer des auteurs en assez petit nombre, et de les accompagner tout le long de la chaîne du livre, c'est-à-dire de comprendre comment marche à la fois la fabrication, la commercialisation, le service de presse, les droits étrangers. Et ça, il y a moyen de le faire dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de croissance, de concentration, où quand on est salarié dans une maison, on est dans son couloir de nage, on est éditeur, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe dans les autres services. Ce n'est possible qu'en créant sa propre maison. Et mon idée était de publier moins, parce que je publiais beaucoup chez Actes Sud, avant mon départ, fin 99, et de publier le mieux possible en étant finement informé du fonctionnement de la chaîne du livre et au plus proche des auteurs et des textes. Voilà. Et est-ce que tu as une idée du nombre d'auteurs que tu as édités Je dirais 80 à peu près, 80-90, mais d'auteurs actifs en ce moment, il doit y en avoir 80 quand même. Et bien évidemment, le grand plaisir, c'est de suivre des auteurs depuis longtemps. Tiffany, Louis-Philippe sont arrivés il y a 4-5 ans, mais des auteurs comme Michel Lèbre, Vincent Borel sont des auteurs qui m'ont fait confiance aussi parce que je les avais découverts chez Actes Sud. Et quand je leur ai dit que j'avais l'intention de créer ma propre maison, ils m'ont dit on te suit, en fait, tu es notre éditrice, c'est toi qui travailles nos textes, on te fait confiance. Et puis, c'est toujours une joie de découvrir des nouveaux auteurs. Conor O'Callaghan, c'est son deuxième livre. Je publie un premier roman à la rentrée. Et c'est toujours une grande joie que de parvenir à renouer avec cet enthousiasme premier qui est de découvrir un écrivain. Mais je suis prudente parce que, évidemment, si je publie 3 premiers romans, et comme j'entends publier les romans d'après, je vais vite éclater ma programmation et publier plus de 10 livres par an. Or, je tiens à me tenir à cette production raisonnable, ne serait-ce que parce que c'était un contrat de confiance passé avec ceux qui sont nos prescripteurs, à savoir les journalistes, les jurés, les bibliothécaires et bien entendu les libraires, en leur disant « je publie peu, mais s'il vous plaît, regardez ce que je publie ».
Oui, c'est une fidélité des auteurs qui t'ont suivi, Sabine, mais c'est aussi une fidélité que tu as à leur égard, parce que les premiers auteurs que tu as publiés, ils sont toujours là dans la maison, et tu continues à les suivre. Mais je trouve que c'est même une fidélité à ces principes-là, ce que tu viens de dire, sur une parution réduite, un nombre de titres apparaître chaque année, une fidélité aussi à une maquette, et ça c'est rare quand même, au bout de 20 ans, exactement la même maquette, j'ai regardé, je me dis, mais finalement, d'emblée, c'est un truc qui était hors d'âge, en quelque sorte, puisque aujourd'hui c'est toujours hors d'âge. Ça n'a pas vieilli. Et je trouve que cette fidélité-là aussi à une ligne éditoriale, qu'elle soit même graphique, c'est quelque chose de finalement très rare. Moi, je ne vois pas d'histoire d'éditeurs ou d'éditrices qui ont le même âge, qui n'ont pas déjà changé plusieurs fois. Les grands modèles, pour moi, ça a été quand même, et c'est toujours POL ou Minuit, qui n'ont pas changé de couverture non plus. C'est une autre époque quand même. Et c'est une autre époque, c'est vrai. C'est encore une autre époque. Mais ça, je trouve ça remarquable. Alors Merci, maintenant, Pascal. on a fait parler l'éditrice, on va faire parler on va les lui faire auteurs. poser les questions à tout le monde, et puis nous, on va aller boire un café. Oui, Si vous voulez, je connais un peu les textes, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Bon, alors, on commence par Louis-Philippe. D'accord. Alors, Louis-Philippe, de formation. Alors, je le présente quand même rapidement, mais vous connaissez, enfin, pour les habitués d'Étonnants Voyageurs le connaissent, de formation littéraire et journalistique. Louis-Philippe d'Alembert travaille comme journaliste d'abord dans son pays natal, Haïti, avant de venir en 86 en France pour suivre des études. Professeur invité dans des universités américaines et suisses, écrivain en résidence à Rome, Jérusalem ou Berlin. Il a publié depuis 1993 des romans, des essais, des nouvelles, des poèmes. Louis-Philippe vit entre Paris et Port-au-Prince. Et puis, il a mené une vie vagabonde qui a aussi nourri, je pense, toute son écriture. Alors, depuis combien de temps il est chez toi, Sabine? Depuis 2017, avec Avant que les ombres s'effacent. Et il est arrivé grâce à Yannick Lins. Je crois beaucoup, moi, aux filiations souterraines des catalogues et aux écrivains qui amènent des écrivains dans mon catalogue. Ça me plaît beaucoup, ça. Oui, mais ce qu'il aurait fallu dire, ce qu'elle n'a pas précisé, que grâce à Yannick, mais c'est justement le moment où j'aurais dû faire le hashtag #MenToo, parce que j'ai été vraiment exploité par les deux, qui m'ont forcé à cuisiner, à faire des apéritifs, etc. Et elles m'ont dit que c'était la seule condition à laquelle je pouvais entrer dans la maison. Donc, comme Yannick avait été en plus ma prof à l'école normale supérieure en Haïti, donc je ne pouvais pas dire non. Donc, j'ai été vraiment exploité avant de pouvoir entrer dans la maison. Moi, j'ai toujours pensé aussi que tu étais un petit être fragile et que tu étais obligé d'obéir aux femmes. Hein. Voilà. Et en plus, j'ai été élevé par des femmes, donc c'est ça. Oui, c'est vrai que tu as été élevé par des femmes et c'est important. Et donc, le dernier livre paru, c'est Milwaukee Blues, voilà, qui est paru en 2021. On présente tout le monde d'abord, hein, peut-être. C'est aussi bien, non ? Tiffany Tavernier. Alors, Tiffany est venue plusieurs fois aussi à Étonnants Voyageurs. Oui, j'ai oublié de dire avec Louis-Philippe que, bien sûr, il est venu plusieurs fois ici à Saint-Malo. Nous sommes allés plusieurs fois aussi à Port-au-Prince et que tout ça, ça crée beaucoup de liens. Romancière, scénariste, assistante réalisatrice, la fille de Tiffany est la fille de Colo Tavernier et de Bertrand Tavernier qu'on aimait tellement ici aussi et qui nous a quittés l'année dernière. Et la sœur du réalisateur et comédien Nils Tavernier. Elle s'appelle Tiffany à cause d'un livre. Hein, Tiffany ? Oui, enfin... À cause d'un film, j'ai dit un livre. Oui, film et livre. Breakfast at Tiffany's. Oui, c'est ça. Vous avez joué dans des films de votre père ? Jouer, c'est un très grand mot. J'apparais. Elle apparaît dans des films. Je suis une très mauvaise actrice. C'est vrai ? Non. Très, très mauvaise actrice, je suis écrivain. On te reconnaît très bien dans l'horloger de Saint-Paul. On me reconnaît, avec les cheveux frisés blonds, c'est la même. Et donc là, combien de livres parus chez... 2 livres pour l'heure, donc en 2018, Roissy, et l'année dernière, en 2020, L'Ami. Tiffany a le chic des titres efficaces et courts.
Oui, très court. L'ami, on en parlera tout à l'heure, puis je te laisse te présenter Et puis notre troisième invité. Conor O'Callaghan, qui est né en 68 en Irlande du Nord, qui a grandi dans une petite ville proche de la frontière, qui a enseigné et étudié la création littéraire, la poésie moderne, la littérature anglo-irlandaise en plusieurs universités et d'Irlande du Nord et d'Angleterre. Poète. C'est d'abord par la poésie que vous avez été publié. Vous avez été aussi publié aux États-Unis. Vous avez reçu de nombreux prix. Et Sabine, tu as déjà édité son premier livre qui s'appelait Rien d'autre sur Terre en 2018. Un récit enquête d'un prêtre qui recueille une gamine un peu terrifiée par la disparition de son père. Et tout le monde se perd en conjoncture pour essayer de trouver, finalement pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis celui-ci, Personne ne nous verra, qui est donc le deuxième dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Eh ben, on va commencer par le tien, si tu veux bien, Louis-Philippe. C'est une histoire, alors est-ce qu'on peut le dire comme ça, qui a été inspirée par le meurtre de George Floyd, et puis aussi par celui d'Eric Gardner. J'ai lu dans une interview quelque part que tu dis, alors que tu as une imagination vraiment foisonnante et ça, tu le prouves dans chacun de tes livres, mais tu dis que tu es, dans une interview en tout cas, j'ai lu que tu es un écrivain du réel. Déjà, il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit dans les interviews. Ah bon? Ça, donc là, tout ce que tu vas nous dire, c'est pas ça forcément dépend vrai. de qui t'interviewe et, et du moment aussi. Donc, on s'adapte forcément. Non, je plaisante. Non, oui, non, je suis un écrivain du réel pour la simple raison que ce que j'écris, je ne suis pas ce qu'on appelle aujourd'hui un écrivain d'anticipation ou de, je ne sais pas, je pars souvent de ce que je connais ou je crois connaître. Mais en même temps, que le réel dont je parle est toujours en résonance avec des réflexions qui m'accompagnent depuis très longtemps. C'est-à-dire que tu as parlé d'Eric Garner donc, en 2014 et puis George Floyd en 2020. Et en fait, ce que je voulais faire depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps, c'était un roman qui soit une traversée des États-Unis d'Amérique. Et pour moi, c'est un pays, déjà, on est très proche géographiquement. Hein, comme on dit au Mexique, on est trop loin de Dieu et trop près des États-Unis, donc on est juste à côté. Hein, donc c'est voilà. Et on a tous de la famille, des amis aux États-Unis. Donc moi-même j'y ai travaillé, j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee. Donc du coup j'avais de toute envie d'écrire un roman dont l'histoire se déroulerait aux États-Unis. Donc quelle est la porte d'entrée? Et la porte d'entrée, on peut dire que les tensions raciales qui existent aux États-Unis sont une des portes d'entrée. Mais il n'y a pas que ça. Le roman est vraiment une traversée. Le titre du roman, Milwaukee Blues, par exemple, c'est le titre d'une chanson qui date des années 30. Et la religion aussi, c'est une autre porte d'entrée. Le sport universitaire, dont il est beaucoup question dans le roman. Donc, c'était vraiment ça. Et les deux éléments déclencheurs, ça a été effectivement en 2014. Donc, j'ai commencé à prendre des notes quand il y a eu l'assassinat de Eric Garner en juillet 2014 à New York. Et puis après, l'histoire de George Floyd a fini par me lancer entièrement dans la rédaction du roman, quoi. Mais ce n'est l'histoire ni de l'un ni de l'autre. C'est l'histoire d'un personnage que tu crées. C'est l'histoire d'un personnage. Justement, là aussi, je me suis inspiré, c'est pour cela que je parle de traversée des États-Unis, je me suis inspiré de l'histoire un peu plus ancienne des États-Unis. Le nom Emmett, je n'ai pas choisi par hasard. Déjà, si on prend l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire d'Emmett Till en 1955, l'histoire d'un jeune garçon qui vient de Chicago, de 14 ans, qui descend dans le sud, rendre visite à son oncle et qui va être assassiné par des Blancs du Sud des États-Unis. Et à l'époque, ça avait fait scandale. Et il y a eu énormément d'écrivains qui ont parlé autour de cette mort. Et puis, il y a eu des chansons. Bob Dylan, par exemple, Mélodie Gardot, qu'on connaît ici en France pas mal, qui est une jeune états-unienne d'une trentaine d'années, donc qui, elle, écrit
tout récemment a fait une très belle chanson autour de la mort et d'Emmett Till. Donc il choisit aussi le nom, le prénom du personnage en fonction de cette histoire des États-Unis. Et la plupart des personnages ont des noms, des prénoms justement empruntés à cette histoire des États-Unis, mais le lecteur ou la lectrice ne le sait pas forcément, mais c'est toujours là. Et à part cette traversée, c'est aussi l'histoire, j'ai envie de dire, d'une prise de conscience, d'une lutte d'abord qui est portée par une femme, une ancienne gardienne de prison, Ma Robinson, et qui devient pasteur. Qui devient pasteur sur le tard, et elle fonde sa propre église, et comme elle est une femme d'un certain âge, donc elle est marquée par les grandes luttes de l'histoire des États-Unis, les marches des années 63-65 de Martin Luther King et ainsi de suite. Donc elle voulait rééditer ces marches-là, mais avec un autre angle, en fait. Elle se rend compte que ce pays est tellement divisé et que c'est un pays qui a besoin aussi d'arrêter de mettre l'accent sur ce qui divise les gens. C'est-à-dire de plus en plus la race, les genres, et les religions ou les classes sociales. Et elle a un discours, elle porte un discours humaniste, et c'est ce discours-là qu'elle essaye de faire passer à travers la marche qui termine l'histoire du roman. Alors, une des caractéristiques de la maison d'édition Sabine Vespizer, et ça c'est Tiffany qui me l'a confié tout à l'heure dans les coulisses, c'est que les auteurs se lisent entre eux, discutent entre eux de leurs livres. Alors, j'avais envie d'entendre Tiffany parler de ce livre-là, avant de te demander peut-être... Oui. Être publié chez Sabine, c'est aussi entrer dans une maison et dans une famille. Et ça, c'est un cadeau absolument inouï pour un écrivain. Donc, je pense que c'est important de parler aussi de cette aventure du point de vue de ceux qui sont publiés. Et c'est vrai qu'on se lit. Alors oui, j'ai lu. Alors je lis pas, j'ai pas lu tout le catalogue parce que c'est quand même un sacré morsif. Puis il y a des bouquins de 1000 pages. Il n'empêche que je suis en train de le découvrir et il y a des choses absolument. Enfin, il y a des romans immenses. Là, j'ai lu avant-hier le roman parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot et je me suis pris une claque. Et c'est fantastique parce que on ne traverse pas du tout les mêmes matières en tant qu'écrivain. Et il n'empêche que ça me donne envie, bien sûr, quand on commence à entrer dans l'univers d'un écrivain publié dans la même maison. Il y a un travail sur la langue, il y a un travail sur les personnages, l'histoire, la confrontation réelle, la confrontation raciale. Voilà, ce sont des questions qui peuvent tout d'un coup aussi interroger mon écriture, ma langue, mon univers. Et ça se passe de façon... Ça, Sabine, elle fait des soirées, il y a quelque chose où c'est pas juste nous qui prenons l'initiative. Il y a vraiment Sabine au centre qui nous invite, qui nous relie, mais dans le sens relié, religaré. Et je vais en Indonésie, par exemple. Je reviens d'Indonésie et j'avais lu Les Belles d'Alimunda que je trouvais absolument sublime il y a 2 ans. Et je demande à Sabine au téléphone à Jakarta, je lui dis, écoute, est-ce que tu as le numéro de LK ? Et je me suis débrouillée. L'auteur, pardonnez-moi. Kurniawan, oui, un auteur indonésien dont j'ai publié 3 livres à ce jour. Voilà, et donc je le vois en Indonésie, on passe une journée entière ensemble et on discute. Et ça m'a donné peut-être une clé pour l'écriture du prochain. C'est pour vous dire, ça, c'est la vraie aventure. Voilà, je voudrais tenir, parce que c'est en ton honneur qu'on est tous là. Et voilà, je trouve ça très important de souligner, c'est très rare. Alors, je reviens quand même au livre de Louis-Philippe d'Alembert. Donc, l'histoire, en fait, elle nous est révélée à travers plusieurs personnages qui vont nous parler de leur Emmett, du personnage qu'ils ont connu. Et ça donne des points de vue assez intéressants, justement. Oui, c'était important de le faire, donc c'est ce côté polyphonique, on va dire, ou choral, si on préfère, qu'il y ait des points de vue différents. Et dans les 2 premières parties du roman, ce sont des récits à la première personne. Donc, c'est-à-dire que les personnages qui interviennent, c'est des gens qui vraiment s'expriment
en leur nom, quoi. C'est-à-dire que et là on rencontre des tons différents, des registres de langue différents du moins. Et j'essaye. Il y en a qui sont plus portés par l'humour. Par exemple, un personnage comme Stockley qui a une langue beaucoup plus, comment dire, qui fait appel à plus à un certain nombre de tics modernes que j'essaie de traduire en français, par exemple. Le fait que quand tu parles, par exemple, aux États-Unis, ils vont te dire, you know what I'm saying. Donc, on va essayer de mettre, j'essaie de jouer sur des choses comme ça pour pouvoir créer cette langue française. Mais en même temps, c'est aussi une façon de donner à voir le personnage sous plusieurs facettes, Oui, quoi. C'est-à-dire que oui. chaque personnage qui parle du personnage mort, parce qu'on n'entend pas parler, comment dire, le mort, il donne une idée d'Emmett. Et puis il y a parle de leur Emmett. différents stades de sa vie aussi. Différentes stades, comment dire, de sa vie, justement, c'est structuré comme ça, l'enfance. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient d'un ghetto de Milwaukee, des quartiers nord de Milwaukee, Franklin Heights, et qui son père disparaît très tôt et qui grandit avec comment dire, sa mère. Et quand on vient d'un ghetto comme ça, et aux États-Unis, on s'en sort par le sport universitaire ou bien par la musique. Donc lui, il a un talent extraordinaire et il est très baraqué. Et pour le football, ce qu'on appelle le football américain, et il essaie de s'en sortir. Il va finir par obtenir une bourse et il devient l'espoir de tout le quartier, en fait. Et il trouve une bourse pour partir dans une université. Et donc chaque personnage, l'ancienne institutrice qui, elle, elle était blanche, elle vient des beaux quartiers de Milwaukee, mais elle va parler d'Emmett aussi, mais à sa façon. Mais en même temps, ces gens-là parlent d'Emmett, ils parlent d'eux-mêmes, et en même temps, ils parlent des États-Unis aussi. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a vraiment cette structure-là, donc enfance d'Emmett, jeunesse d'Emmett, et puis jusqu'au moment, on le sait dès le départ du roman, que le personnage meurt. Donc, il y a vraiment cette structure chorale aussi. Et puis, à la fin, je reviens à un récit à la troisième personne où Ma Robinson, qui est cette femme très forte, ancienne gardienne de prison, qui devient, comment dire, pasteur, avec un langage assez fleuri parfois et une pasteur, parce qu'elle a été quand même gardienne de prison et elle l'oublie pas de temps en temps. Et du coup, ça fait un roman assez particulier, en fait. Un mot, Sabine, de ce roman ? Sur la virtuosité de la langue, en tout cas, qui vous lie tous. Voilà, enfin, Tiffany, tu parlais du fait que vous vous lisez entre vous, et c'est une chose qui me fait infiniment plaisir, parce que ça veut dire que cette cohérence des couvertures trouve peut-être une réponse dans la cohérence des choix. C'est très difficile de définir une ligne éditoriale, puisque ce sont mes choix, ce sont des livres que je choisis évidemment pour la qualité de la langue, parce que moi je viens des lettres classiques et que pour moi la forme et le fond c'est quelque chose de très important, et pour la maîtrise narrative, et je crois que ça vous lie absolument tous, quels que soient vos univers qui sont très différents. Et chez Louis-Philippe, c'est tout à fait remarquable de parvenir à donner chair et corps à des personnages qui s'expriment chacun à la première personne, et d'arriver à faire le distinguo. C'est très difficile, les romans réellement polyphonique. Oui, et du coup, ça ramène aussi au titre, parce qu'on parle de musique depuis tout à l'heure, de polyphonique, de chorale, et évidemment, dans le titre, il y a blues, et ça donne, à ce que tu viens d'expliquer aussi, Sabine, ça donne ces variations, qui sont aussi des variations de tonalité, de musique, de langue, qui donnent une force au récit, et je pense, qui te maintiennent aussi dans l'écriture, de chercher la voix juste, et la note juste de chacun. Je pense que c'est quelque chose de très réussi dans le livre. Il est vrai que j'ai beau chanter comme une casserole, mais j'édite beaucoup à l'oreille. Oui, voilà, on édite à l'oreille, on écrit à l'oreille probablement aussi. Et Louis-Philippe aime beaucoup la musique. Et alors, c'est un danseur extraordinaire.
Bon, ça, c'est une petite confidence entre parenthèses. On s'est vu avec Louis-Philippe à Marseille, avec Abdourahmane Ouaberi. On a parlé de musique, évidemment, parce que voilà. Et alors, à propos de musique, on va peut-être continuer avec Conor O'Callaghan, puisque je trouve qu'il y a quelque chose de très musical aussi dans cette écriture, de très différent musicalement, mais quand même. Alors là, on est essentiellement dans la cabine d'un camion, voilà, un poids lourd qui part de l'Angleterre vers le sud de la France. C'est Paddy qui conduit ce convoyage. Après, on comprend qu'il a eu une violente rupture amoureuse. Il le fait pour le compte de Karl, un personnage un peu étrange dont les intentions sont pas très claires. Il est supposé voyager seul, mais d'emblée, hein, le lecteur, la lectrice sait qu'il y a quelqu'un avec lui dans la cabine qui se cache. Il passe Calais de manière clandestine, une silhouette qui est dissimulée derrière le rideau de la cabine. Et cette passagère clandestine n'est autre que sa fille Kitty. Donc on découvre ça, et on découvre surtout immédiatement quelque chose qui à la fois nous interpelle, nous happe et nous provoque une lecture pas forcément évidente, parce que le langage est sans arrêt arrêté. Ils ont des dialogues qui sont faits de phrases interrompues. Je crois que Sabine, tu utilises le mot de syncopé, un style syncopé, et c'est vrai que à chaque fois on reprend, mais en même temps on comprend presque tout le temps, même s'il y a une chose dont ils évitent de parler, la chose dont nous ne parlons jamais. On y reviendra. Alors, peut-être, Conor, c'est peut-être par ça que j'ai envie de commencer, moi. C'est, évidemment, l'histoire, elle est très prenante, et elle va se révéler sur la fin du livre vraiment douloureuse. Mais peu à peu, il y a de l'étrangeté, mais la première étrangeté, c'est ce style, cette langue hachée, cette manière de parler entre un père et sa fille, qui n'est jamais complète. Bonjour, je suis irlandais. I'm Irish. Ok, je vais parler anglais, mais je suis pas anglais. I'm Irish. And the thing that... No, c'est drôle, mais c'est très important. English and Irish English are very different. They're really very different. People talk about an author like Samuel Beckett or James Joyce as if they are extremely complicated structurally and tonally. For Irish readers, they are really quite simple. Alors on dit toujours que l'anglais anglais ou l'anglais britannique et l'anglais irlandais sont extrêmement différents, mais c'est tellement vrai. Si vous prenez par exemple le cas de James Joyce, on a tendance à dire ou à le caractériser comme étant une langue extrêmement compliquée sur le plan de la structure, sur le plan tonal, mais en fait pour les Irlandais ce n'est pas compliqué du tout. Okay, so that's a slight exaggeration. They're quite difficult, but they are accessible. The story is, yes, the story of a guy an Irishman who drives from the north of England to the south of France, and he's in a truck, and he is driving with his 20-year-old daughter, who clearly has been through some difficulty. So the story is set in England, it's set in France, it's set in his memory in Ireland, and it is also set in his memory in America, where his daughter grew up. Donc pour revenir à James Joyce, j'exagère quand même un tout petit peu, c'est quand même, la structure de ces phrases est quand même difficile, mais néanmoins accessible. Alors donc nous sommes sur une histoire, l'histoire d'un Irlandais et qui va aller du nord de l'Angleterre jusqu'au sud de la France avec effectivement sa fille de 20 ans qui passe des moments difficiles dans sa vie. Donc l'histoire se déroule au Royaume-Uni, en France, mais dans la mémoire en Irlande, aux États-Unis. So, the story is a story, I suppose, of exile. My favorite phrase from literary theory, God, am I really going? I am. Always, already, toujours, déjà. The always, already of Irish experience is exile. We are always, already
in exile? Alors, c'est une histoire d'exil, et la phrase que je préfère de la théorie littéraire, c'est celle qui dit « always, already », toujours, déjà. Et c'est en fait un résumé de l'histoire de l'exil irlandais. So the always already is that which seems to have no beginning, that which always existed. For Irish people, the always already is exile. Even if it's not a physical exile, one of displacement, going to another country, it is the exile of language. In Ireland, our first language is Irish, but very few people speak Irish. So everybody speaks from their birth what is legally the second language of Ireland. Therefore, our first language exists as this palpable void at the center of our experience and at the center of our consciousness that we talk around. So that when Irish literature is so circuitous, it is the sense that we are talking in a circle around this palpable void at the center of our consciousness, and that is the lost first language. C'est long. Un petit peu. Mais donc, sans début, ça a toujours existé, ce toujours déjà, cet exil, même si ce n'est pas un exil physique, mais c'est l'exil aussi de la langue. N'oublions pas que les Irlandais ont pour première langue l'irlandais, Irish, et que très peu de gens, très peu d'Irlandais parlent cette langue de fait. Donc, tous parlent dès la naissance une langue qui est légalement parlant la deuxième langue du pays, à savoir l'anglais. Donc, au centre se trouve cette absence palpable qui est le centre même de l'existence de la conscience irlandaise. Et c'est pour ça que cette littérature irlandaise, qui est tellement circulaire à sa façon, elle tourne autour de cette absence palpable. Oui, c'est une très belle expression. Connor m'a dit « je parle trop, alors il faut m'interrompre », donc je le fais. Et je profite de cette expression, l'absence palpable, parce que c'est vraiment ce qu'on sent dans le livre, justement. Il y a une absence palpable. Il y a quelque chose qui s'est passé dont on ne parle pas, mais cette absence envahit tout, envahit la cabine, parce que c'est une sorte de road movie, hein. On traverse comme ça... du nord au sud, l'Angleterre, la France, mais en fait tout se passe dans une cabine. La jeune fille sort à peine, Paddy sort à peine aussi. Donc c'est à la fois un huis clos et un road movie, mais surtout il y a une absence palpable qui soutient tout le livre. Et du coup je me demande, parce que je n'avais pas pensé à ce que vous venez de dire à propos de cet exil et de cette langue, cette absence palpable du fait d'être irlandais, finalement. Voilà, parce qu'au-delà du récit qui est très mélancolique et empli de chagrin, peut-être qu'il s'agit d'autre chose. C'est la condition de l'écrivain que vous cherchez. Yeah, the palpable void. Irish people speak to hide things. I think that is probably the huge difference between Irish English and English English. In English English, I live in England. People say things, they use language to communicate information. I think it's almost the direct opposite within Irish experience. Irish people use language to hide information. Donc, venons-en justement à cette absence palpable. À vrai dire, les Irlandais utilisent la langue pour cacher des choses. Et je dirais que c'est même la différence essentielle entre l'anglais britannique et l'anglais irlandais. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, où j'habite d'ailleurs, on utilise la langue pour communiquer des choses. Alors que l'anglais irlandais, on s'en sert précisément pour cacher des choses. Yeah, and the final thing, the condition of the writer. One of the things that I have noticed over the years is that people think that being a writer is to do with articulacy and having a facility with language. I don't think that's true. I think people are writers because we have a problem with language. It's not a facility. People who make speeches after dinner
whoa, 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 whoa. These guys have a facility with language. Most writers, most poets that I know of have a problem, an issue with language. When I was a kid, I used to stammer. And it sort of informed my experience with language. And I think writers, lots of writers, have this experience, and instead of running away from the problem, the writers gravitate towards the center of that problem with language. Voilà, venons-en à la condition d'écrivain. On a tendance à dire que l'écrivain, c'est celui qui a une certaine facilité avec la langue, qui a une certaine à la fois facilité et affinité. Et moi, je dirais tout le contraire. Je pense qu'on devient écrivain justement parce qu'on éprouve certaines difficultés avec la langue. Alors, la personne qui se lève après un dîner, qui fait un beau discours, c'est une personne qui a cette facilité, cette fluidité. Mais la plupart des écrivains et des poètes, au contraire, ils sont aux prises avec une difficulté dans leur rapport à la langue. Moi, quand j'étais enfant, d'ailleurs, je bégayais. Et ça a certainement induit quelque chose dans mon rapport, mon expérience de la langue. Et pour moi, l'écrivain, c'est celui qui n'évite pas cette difficulté, mais qui au contraire est attiré vers cette difficulté et qui s'y plonge. Le mot français encore, bégayer. 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 Oh. Sabine, tu as beaucoup travaillé avec, parce que là, il fallait trouver une bonne traductrice, j'imagine. C'est Mona de Pracontal qui m'a recommandé de lire le premier livre de Connor en anglais. Donc c'est grâce à elle. Elle savait qu'il y avait dans mon catalogue un terreau très irlandais, avec Nuala O'Foylen, avec Edna O'Brien, bien sûr, Claire Keegan et Jeanne Carson aussi, jeune écrivain. Et j'aime beaucoup écouter Connor parler de ce problème avec la langue, parce que moi, je l'interpréterais peut-être d'une manière un tout petit peu différente, en saluant l'infini respect de la langue qu'ont les Irlandais. Il y a une maîtrise de la langue absolument incroyable et quelque chose qui n'est jamais de l'explication. Ce qui fait littérature, c'est toujours de la connotation. Et voilà, donc pour moi, c'est ça l'Irlande, la littérature irlandaise. Juste une phrase au Connor. Je veux lire une phrase et après, il faut qu'on écoute Tiffany. Ils avaient tous un passé qu'elles ne partageaient pas et ils le partageaient dans une langue qu'elles ne parlent pas. Alors, rien que ça, on comprend déjà ce qu'on veut comprendre. Alors, on va parler... Oui. Oui. Il ne s'en souvient plus. Il ne s'est pas relu depuis longtemps. On va passer au livre de Tiffany Tavernier. Tout à l'heure, j'ai pas cité les derniers livres de Tiffany. Si, on a dit Roissy, donc paru en 2018 chez Sabine. Mais il y a eu aussi Isabelle Eberhardt, Un destin dans l'islam, pour lequel vous étiez venu ici au Festival Étonnant. Voilà, une biographie d'Isabelle Eberhardt et puis quelques autres. Alors celui-ci, c'est L'Ami. Alors là, moi, je me suis dit, est-ce que c'est le fait que Tiffany soit quand même ait vécu dans un milieu où le cinéma, l'image a une telle importance, là, on le lit comme un film, comme si on regardait un film, ce livre. On peut résumer un tout petit peu, enfin en tout cas le début, parce qu'après ça va... Oui, il est assez facilement, comme on dit au cinéma, pitchable. Mais au fait, c'est un homme au début de ce roman qui découvre en tout début de roman que son seul ami et voisin est un monstre absolu. Et donc, je travaille la question de la monstruosité, de l'innocence face à cette monstruosité, de la culpabilité de ne pas avoir vu. Et tout ce qui m'intéresse, c'est justement le contre-champ. On s'intéresse généralement aux tueurs et aux barbares. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce roman, c'est d'explorer, on va dire, jusqu'au tréfonds, l'incidence sur l'ami du monstre.
Et c'est un choc. Alors dès le départ, la première scène où l'on voit donc ces gens qui sont quand même très très tranquilles, Thierry le narrateur et sa femme Elisabeth, qui vivent dans un endroit un peu éloigné de tout et qui ont 2 seuls voisins qui sont devenus leurs amis, Guy et Chantal. Et puis un jour, alors là c'est vraiment une scène de cinéma, un jour il se lève, Thierry, et il découvre qu'il y a des voitures de police qui arrivent de partout, et on ne lui explique rien, mais on lui dit de rester à l'abri des fenêtres, etc., avec sa femme, de ne pas sortir. Et là, il y a une incompréhension, mais terrible. Ils pensent que leurs voisins ont été assassinés, ce qui est la première idée qui leur vient, avant de découvrir que non, que ce voisin... Oui, mais j'aime beaucoup explorer le fracas absolu dans mes romans. C'est-à-dire, j'aime beaucoup l'idée d'explorer la question du réel aussi. Qu'est-ce que c'est que le réel ? Et j'explore la question à l'aune de quelque chose qui revient comme une petite musique dans chacun de mes romans, je me rends compte. C'est que les choses sont très installées. Là, on est avec un petit couple... Voilà, avec Thierry surtout, qui est un homme assez ordinaire. Voilà, tout est solide, la maison, le boulot, la routine, le couple, ça va bien. Et ça va exploser de façon, mais à lui, avec une violence, une rapidité. Et j'aime, j'adore au fait, moi, explorer l'homme explosé. Qu'est-ce que ça donne ? L'homme mis à nu, l'homme fracassé. Comment il remonte et comment il fait pour... quand tout le rapport au réel, quand tout son rapport au réel explose, qu'est-ce qu'il devient ? Et dans Roissy, elle avait, mon personnage principal, une femme, a perdu la totalité de sa mémoire. Qui est-ce que ça existe ? Il y a des gens, ils reçoivent c'est généralement après un trauma, et quelqu'un peut en 1 seconde perdre la totalité de sa mémoire autobiographique. Je ne sais pas comment je m'appelle, je ne sais pas si je suis avec un mari, si j'ai des enfants, si j'ai une famille, rien. Là, c'est un type, voilà, qui tout d'un coup découvre que cet ami-là, cette seule relation qu'il a, est une relation avec un monstre. Et j'adore cette question-là. Plutôt, j'adore ce fracas et j'aime explorer mes personnages et comment ils font pour remonter. Qu'est-ce que ça donne la vie ? Qu'est-ce que ça donne la pulsion de vie quand elle est mise à terre, Mais chacun, parce que l'ami, c'est l'ami du couple aussi, de la femme aussi. Chacun va réagir de manière différente. Et lui, ça va le conduire à une introspection assez bouleversante. C'est la question vraiment du vertige. Alors, on n'a peut-être pas tous des amis monstrueux, mais on a tous vécu à un moment donné dans notre vie cette question du gouffre entre moi et l'autre, et de découvrir que l'autre qu'on pensait connaître est un tout autre. Et c'est totalement vertigineux. Quand on se rend compte, ça se passe aussi de façon généralement, c'est assez fulgurant, quand on réalise tout d'un coup que l'autre qu'on aimait, ou qu'on portait au nu, ou auquel on était très attaché, se révèle être quelqu'un de tout autre. Et ça, on se retrouve face à cette distance, à ce gouffre, on se retrouve dans une position, dans un vertige, qui, alors après, moi je suis avec Thierry, qui nous oblige à quelque chose de l'ordre d'une reconnexion absolue avec ce qui est au plus radical de ce qui nous fonde. Et qui nous oblige à la question de qu'est-ce qui fait sens, pourquoi je suis là, et qu'est-ce qui fait de moi un être humain. Et c'est des questions énormes, au fait. Et j'aime beaucoup aller là. J'aime beaucoup plonger de façon effectivement radicale. Et Thierry, à un moment donné, c'est un vertige absolu et il va effectivement descendre en lui-même. Mais on va lui renvoyer des choses aussi. On va lui renvoyer des choses à cause de cet événement qu'il n'avait même pas perçu sur lui-même. Écoutez, de toute façon... Du côté de sa femme, du côté de ses collègues de travail, du côté... Il va y avoir plein de... Il n'y a pas de réponse. J'aime beaucoup aussi les questions sans réponse. On est dans une société où on veut absolument avoir des réponses sur tout. Et là, il n'y a pas de réponse. Il y a un flic qui lui dit, de toute façon, on ne peut pas voir.
Ok, donc il va se retrouver avec quoi? Il va se retrouver avec d'un côté des gens qui lui disent comment t'as fait pour pas voir, ou d'autres qui lui disent mon pauvre, c'est épouvantable, t'as pas vu. Ok, une fois que les deux questions sont posées, les deux points de vue, qu'est-ce que je fais moi de mon existence? Qu'est-ce que je fais moi de mon existence avec ces 5 années de vie, de communion avec l'autre que j'ai aimé? Est-ce que d'abord, il m'aimait, lui? Est-ce que c'était un ami? Parce que c'est terrible, c'est très trouble. L'attachement ne disparaît pas comme ça. L'attachement, oui, on le vire, mais il reste la mémoire des fours. souvenirs, des moments d'échange. La vie, c'est vraiment un passage. J'ai exploré la question du mal absolu. On est très obsédé par cette question-là, nous. Dans notre société, on se prend nos doses quotidiennes à 8 heures. Ça, c'est une question d'ailleurs. Pourquoi cet appétit-là de la barbarie à 8 heures, tout le monde fonce pour écouter l'horreur. Alors après, non, j'en ai pas envie, mais il n'empêche que tout le monde fonce pour écouter l'horreur. Et donc, ça dit quoi de moi? Ça raconte quoi de nous, cette question-là? Et ça raconte quoi de lui, Thierry? Et tout d'un coup, c'est lui qui va être au centre. C'est lui qui se retrouve soudain au centre du spot télévisuel, de l'horreur, du macabre. Et comment je fais? Et là, qu'est-ce que c'est mes armes? Et quelles sont les armes de ce type-là, qui travaille en usine, qui est un réparateur de machines, qui est en couple depuis 30 ans? Et qu'est-ce que ça va révéler de lui et de son couple et de toute son existence? Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais du coup, j'ai envie de savoir ce qui devient Thierry. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ça, on ne va pas le dire. Hein. Un mot de l'éditrice? Oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, moi, je suis toujours soufflée par la manière dont Tiffany me surprend. C'est-à-dire qu'on ouvre ce roman et on a le sentiment qu'on va lire un thriller. En fait, finalement, la narration prend un virage à 90, non, 160, enfin bon, je suis plutôt 80, oui, c'est ça. Je ne suis pas très douée pour les chiffres, apparemment. Elle prend un virage, voilà, enfin, en tout cas, un U-turn. Mais malgré tout, le contrat de lecture est totalement rempli parce que c'est un thriller, mais c'est un thriller psychologique. C'est-à-dire qu'on est complètement suspendu au destin de cet homme, à son intériorité et aussi à la manière dont il va évidemment être totalement interrogé par cette culpabilité et comment, à vrai dire, il va être obligé de rentrer en lui-même. Et ça, c'est très, très fort. Ouais. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'écriture visuelle. Alors, c'est vrai, je viens d'une famille de cinéma. Mais moi, alors, ça ne vient pas vraiment du cinéma, même si ça vient, vous allez comprendre très vite, vous connaissez un peu tous mon père ici, en partie, mais ça vient de beaucoup. Je pense que le travail que je fais vient beaucoup de ce qu'il m'a fait découvrir, mon père, pour le coup, de la littérature américaine. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu les Américains. Et les Américains, je veux dire, ils n'étaient pas tous des fils de cinéastes, absolument loin de là. C'est une écriture ultra visuelle. Et c'est une écriture, moi, qui m'a pété à la tête quand j'avais 13-14 ans. Et je suis viscéralement... Alors après, maintenant, je découvre d'autres écritures. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion. Et ça vient plus de là, la question du visuel, bizarrement. Je ne suis pas du tout un metteur en scène, moi. D'accord. Ok, mais c'est intéressant de l'entendre comme ça. C'est peut-être l'intérêt de Louis-Philippe pour les États-Unis, dont tu parlais tout à l'heure au départ aussi. Cette traversée, elle est peut-être aussi due à la littérature. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui m'a frappé dans le roman de Tiffany quand je l'ai lu. Parce que, d'une part, cette capacité à aller dans les profondeurs, moi, je ne saurais pas le faire, c'est-à-dire psychologique et comment dire, d'un personnage, c'est quelque chose que j'ai trouvé, d'extraordinaire. Mais justement, le côté visuel, là, justement, et qui ne viendrait pas du cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire, nous aussi, on a très tôt été marqués par la littérature états-unienne. Hein. Donc, quand on prend... Et effectivement, on a un certain nombre d'auteurs qui ne viennent pas du cinéma. Toni Morrison, par exemple, elle ne vient pas du cinéma. Et Faulkner ne vient pas du cinéma. Mais c'est des gens qui réussissent à avoir une écriture très visuelle. Et moi, c'est quelque chose, je me suis rendu compte, on me l'a toujours dit par rapport à ma propre écriture, et dès le départ, qu'il y avait quelque chose de très visuel. Alors que je n'ai jamais fait de cinéma, je n'ai jamais même écrit de scénario de ma vie, en fait. Voilà,
Voilà, t'as plus de micro du coup. Alors tu veux que je dise Louis J'ai plus de main. Merci. Alors, J'ai voilà. trop. Et ben voilà. Donc on rappelle un peu les titres de. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Conor O'Callaghan, Personne ne nous verra, traduit de l'irlandais par Mona de Pracontal, chez Sabine Vespizer. Voilà. Le livre de Tiffany Tavernier, L'Ami, paru chez Sabine Vespizer également. Et puis le livre de Louis-Philippe d'Alembert, Milwaukee Blues, paru chez Sabine Vespizer. Et bravo Bon Sabine, anniversaire, et Sabine. merci et bon anniversaire, bon 20 ans. Merci à vous tous.